Comme le disait Albert Einstein, physicien américain d'origine allemande, le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Bien. Vous savez, la modernisation, notamment des pays riches et développés, permet l'évolution d'une technologie facilitant ainsi le quotidien de l'homme. D'ailleurs, au XXIe siècle, la technologie s'est développée à une vitesse exponentielle et l'avenir en sera de même, afin de tendre vers le paradis technologique qui est censé nous rendre satisfaits. Mais à ce jour, la satisfaction éprouvée est quasiment perçue seulement sur le point de vue du développement de la société et non de ses habitants. C'est pourquoi beaucoup tentent de freiner cette avancée. Effectivement, au sein des secteurs professionnels, que ce soit la robotisation des secteurs industriels, ou encore la présence de caisses automatiques dans les supermarchés, eh bien, de nombreux êtres vont percevoir l'automatisation comme une menace. Pour autant, je pense qu'il faut être capable de prendre un peu de recul pour constater que la soi-disant menace peut être interprétée de manière positive, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, permettant également de se diriger vers des voies professionnelles, disons, moins pénibles qu'autrefois. Seulement voilà, la plupart du temps, eh bien, la majorité de la population perçoit uniquement les machines comme étant un moyen d'accroître seulement les bénéfices des entreprises. Bon. Prenons l'exemple d'une usine où un robot remplace 4 hommes. Eh bien, ceci apporte un gain de temps et un gain d'argent considérable pour l'entreprise. C'est un fait. Ou encore les caisses automatiques, dont il n'y a plus besoin de fournir un salaire aux hôtesses de caisse puisque les machines remplacent les hommes et ainsi l'entreprise s'enrichit. D'ailleurs, d'après certaines personnes, vu que les machines remplacent l'homme, eh bien ça va diminuer l'embauche et augmenter le taux de chômage. Pourtant, voyez-vous, il ne faut pas contenter d'observer la façade d'une situation problématique. Non, il faut aussi être capable de regarder au-delà de cet édifice. Puisque, d'après certaines de mes analyses, eh bien, je pense que les machines vont au contraire permettre l'embauche. Prenons le sujet à sa source pour commencer. Le changement est réalisé par une machine. Pourtant, ces machines existent parce que nous les avons créées. Elles ont dû être inventées, faisant ainsi travailler les ingénieurs, dessinés par des dessinateurs, fabriqués au sein d'usines, apportant du travail pour les conducteurs de ligne. Ces machines vont également faire le produit d'activité commerciale et des entreprises d'import-export vont être sollicitées. Puis, elles seront installées dans leurs supermarchés ou usines respectives auxquelles des techniciens de maintenance pourront intervenir pour l'entretien et la réparation de ces machines. Ainsi, les machines apporteront un meilleur rendement, développeront le commerce à plus haute échelle, tel qu'à l'international par exemple. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que l'automatisation de la société va tuer l'homme. Alors effectivement, prenons l'exemple d'un supermarché où les caisses automatiques ne cessent de remplacer les hôtesses de caisse. Alors certes, ce métier sera voué à disparaître, cependant, ces machines apporteront un gain de temps, un gain économique, de nouveaux métiers et développera le commerce international. Alors, certains emplois s'éteindront, ça va de soi, mais ceci permettra tout de même l'évolution de la société autant sur le point de vue matériel qu'humain, puisque certaines personnes pourront se diriger dès à présent vers des voies professionnelles les intéressant davantage et où les actions et tâches à effectuer seront sûrement moins embarrassantes.
Alors, nous avons, pour commencer, on va commencer par certains défauts. Ensuite, les avantages. Voilà. Bien. Vous savez, la parole et la réflexion nous permettent de communiquer afin de faire évoluer nos façons de penser et donc d'avancer. Plus nous communiquons vite, plus nous avançons vite. D'ailleurs, autrefois, selon des conditions politiques par exemple, eh bien, le fait d'envoyer une simple lettre pouvait mettre des semaines, voire des mois avant d'obtenir une réponse. D'autant plus qu'il fallait que le message arrive au destinataire. Mais avec l'évolution, eh bien, nous avons connu une révolution technologique et beaucoup de choses en résultent, notamment des équipements portatifs que nous avons tous les jours à portée de main. Et oui, je fais bien référence au téléphone portable et avec lequel il nous suffit d'appuyer sur une touche pour contacter quelqu'un à l'autre bout du monde, soit par écrit ou par vocal. D'ailleurs, il n'y a pas eu seulement le téléphone portable. Nous avons également acquis des ordinateurs, Internet et j'en passe. En quelques décennies, nous avons acquis tellement d'outils que l'envoi d'une lettre ayant une contrainte temporelle ainsi que textuelle s'est transformé en discussion instantanée, soulevant ainsi la plupart des barrières. Tout a avancé tellement vite que notre évolution technologique peut être représentée comme une croissance exponentielle. Alors, que pouvons-nous retenir de tout ça? Eh bien que l'homme ne cesse d'avancer de plus en plus vite. Et la communication en est pour quelque chose. Souvenez-vous, pour certains d'entre vous, lorsque je vous avais évoqué ma façon de penser au sujet de l'évolution de l'humanité il y a maintenant quelques années, et où notre coopération nous a permis de gravir la pyramide du règne animal. Eh bien, nous pouvons dès à présent effectuer un parallélisme. Je sais bien que pour les deux cas, nous pouvons déceler des avantages ainsi que des inconvénients. Pour autant, tout est relatif au point de vue que nous adoptons. Et en ce qui concerne le mien, eh bien, je pense que le téléphone est une ressource. Contrairement à l'idée communément admise, le téléphone nous apporterait bien des avantages. Il nous permettrait non seulement de communiquer, mais aussi de rester connectés
à l'actualité. Avec la possibilité bien sûr de planifier, de calculer, d'éclairer, puis d'avoir le savoir à portée de main. En fait, nous pouvons nous apercevoir que chaque chose que l'on acquiert au sein de notre existence, chaque élément nous améliorant notre vie, notre quotidien, nous rend plus vulnérables dès lors que l'on nous prive d'une telle richesse. Alors nous pouvons ressentir une sorte de frustration et nous nous rendons compte de la réelle richesse du produit en question quand nous le perdons. Si le téléphone portable venait à disparaître, eh bien cela nous priverait de la communication simple, facile et efficace. Et ça sera bien entendu très problématique pour beaucoup, que ce soit autant dans le domaine personnel que professionnel. Bien. Souvent mal perçu, surtout dans ses débuts, le jeu vidéo est un monde virtuel qui possède bien des avantages. En effet, le fait de jouer permettrait de faire développer certaines de ses capacités cérébrales de type réflexe puis d'analyse. Il aurait également une influence positive en ce qui concerne les capacités cognitives chez les individus atteints d'autisme. Cependant, il est vrai qu'une utilisation excessive de cette activité pourrait engendrer certains troubles de la personnalité et tendre vers une dépendance totale. Certains pourraient même développer une agressivité malheureusement, notamment chez les individus les plus mentalement instables. Mais au final, le degré de violence mentionné sur les jeux vidéo a peu d'importance sur leur utilisation, puisque l'âge ne reflète pas la maturité ni la raison d'une personne. Une personne de 15 ans, par exemple, pourrait jouer à un jeu violent sans y être sensible, tandis qu'un homme de 20 ans pourrait en être perturbé. Le point fondamental qui est à prendre en compte lorsque nous jouons aux jeux vidéo est bien entendu de savoir dissocier le réel du virtuel. Alors, nombreux sont les êtres qui ont besoin de ressources spirituelles, étant trop engouffrés dans ce monde si matérialiste de la société. Des êtres ayant certainement du mal à calmer leurs pulsions biologiques, qu'elles soient sexuelles ou meurtrières. Ainsi, nous avons tous ce besoin de ressources. Pour ma part, bien qu'il soit très rare de me voir jouer aux jeux vidéo, il s'agit tout de même d'un univers qui n'est pas à négliger. Il pourrait même être défini comme étant une source d'inspiration. Le fait de s'initier dans un environnement totalement virtuel nous permettrait de faire sauter les barrières appliquées au sein de notre vie quotidienne. Du raisonnable, nous passerons à l'établissement de nos inévitables désirs. Ceux qui nous sont interdits au sein de la société, permettant bien entendu de garantir un environnement paisible et sécurisé. Ainsi, ce type de divertissement nous permettrait de nous arracher de notre monde un peu trop monotone à notre goût, puis de lâcher nos pulsions à travers ce monde virtuel. Être dans un monde où nous avons la liberté de faire tout ce que nous souhaitons, où les crimes ne sont pas si terrifiants qu'au sein de notre société, où la signification de la vie perd tout son sens. Être libre d'exercer nos fantasmes, tout comme nous éprouvons le désir de violence à la suite d'un film d'action. Ou conduire permet à certains, tout comme à moi, de prendre du recul, de voir une route défiler sous nos yeux, sans contraintes et sans règles. Si conduire permet à certains de se ressourcer, autant le faire sur les jeux vidéo, au moins la pollution sera moindre. Vous savez, pendant longtemps, la pratique de jeux vidéo a été perçue comme une activité néfaste et pourtant, de nombreux chercheurs ont compris que cette pratique permettait l'apprentissage et ce, de manière plus simple.
À présent, sachez que l'avenir possède une multitude de possibilités que nous pouvons tenter de prédire, mais nous ne pouvons en aucun cas avoir la certitude qu'un événement s'y produit. L'avenir pourrait peut-être vous paraître mystérieux, mais cela dit, facile à discerner selon les circonstances atténuantes qui apparaissent au sein de votre vie. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelque temps maintenant, j'ai écrit puis publié certains essais au sujet de nos différentes futures conquêtes, objectifs scientifiques et ce fortement en lien avec la compétitivité internationale ainsi que sur notre but ultime. Et après avoir lu le deuxième ouvrage de Yuval Noah Harari, souvenez-vous de cet historien qui a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité, que nous avons pu observer dans le cours consacré à l'espèce humaine, eh bien aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous montrer ainsi que de vous partager quelques connaissances du deuxième livre qui s'intitule Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Donc, dans cet ouvrage, nous pouvons bien entendu retrouver certains sujets qui sont en lien avec certains essais que j'ai pu écrire comme je viens de vous l'annoncer, tels que le développement de l'informatique ainsi que du paradis technologique vers lequel nous nous dirigeons, ou encore la manipulation génétique et ses éventuelles conséquences, et ce, dans nos diverses sociétés bien entendu. Mais il y a également un sujet qui me semble non seulement plus présent dans l'actualité, mais aussi dans les actions de l'homme, et qui doit d'ailleurs impérativement être le fruit d'une réflexion de notre part. Puisque, comme j'aime à le dire, nous sommes des êtres de symboles et dans chacune de nos actions, l'éthique doit faire partie de l'équation de nos décisions. Alors il est important de savoir que depuis des millénaires, l'homme n'a cessé de se battre au nom d'une cause qu'il qualifiait juste pour donner un sens à ses actes ainsi qu'à son existence. Donc, il a repoussé les prédateurs, les maladies, la famine, bon, bien qu'il reste encore du travail à effectuer, je vous l'accorde. Et à présent, il tente d'atteindre la place des dieux, qui pourrait se traduire par le fait d'avoir trompé la mort. La quête de l'immortalité. Et cela obsède l'homme depuis des millénaires. Et il tente de trouver un remède à la mortalité cette fois-ci. Alors, qu'est-ce donc être amortel, me demanderiez-vous ? Eh bien, il me semble important dans un premier temps de savoir dissocier les deux mots. Voyez-vous, l'immortalité est observable dans nos mythes, dans nos légendes, dans nos fictions et j'en passe. Il s'agit là d'un surhomme qui, comme son nom le qualifie, est immortel, c'est-à-dire qu'à une quelconque situation, il ne pourra mourir. Même si la planète explose, il sera condamné à vivre. Être amortel maintenant signifie que nous pouvons mourir d'un accident. Mais si aucun phénomène destructeur impacte le corps amortel, alors il ne mourra pas de vieillesse. Et des études sont d'ailleurs déjà en cours, notamment auprès de d'autres espèces animales qui se sont vues vivre 6 fois plus longtemps que la longévité naturelle le prévoyait. C'est comme si avec le mélange génétique, je boostais ma longévité et au lieu de mourir de vieillesse vers 80 ans, je vivais jusqu'à presque 500 ans. Alors quel en est le but ? Eh bien, certainement pour repousser nos limites en termes de puissance génétique. Puisque d'après moi, si un individu était capable de vivre aussi longtemps, eh bien, il devrait impérativement revoir sa perception de la vie en société. Et puis vous savez, à se prendre pour des apprentis sorciers, à jouer avec des cellules et compagnie, je ne voudrais pas passer pour un négatif, mais cela pourrait engendrer des anomalies génétiques complexes à analyser et qui pourraient tendre vers des mutations biologiques qui, d'une part, nous dépasseraient et d'autre part, nous impacteraient de manière possiblement désastreuse.
Bien. Et contrairement au premier livre de Yuval Noah Harari, eh bien, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui plus longtemps sur ce deuxième livre. Alors non pas parce qu'il est moins intéressant, hein, bien au contraire, c'est un livre qui est rempli de connaissances ainsi que de questionnements que je juge importants à avoir à l'esprit. Mais voilà, je préférais enchaîner sur un autre sujet. D'ailleurs, avant de le mettre de côté, j'aimerais tout de même vous partager deux petites choses. Pour la première, eh bien, il s'agit d'un diagramme circulaire qui met en évidence la biomasse des grands animaux, afin que nous puissions nous rendre compte vraiment de notre place sur le plan de la pesée, qui peut s'avérer être utile lors de vos éventuelles prises de recul, notamment pour faire référence au cours précédent. Ce qui nous donne le diagramme circulaire suivant, à savoir la représentation des animaux domestiques. Donc cela va représenter 700 millions de tonnes, ce qui n'est pas négligé je pense, suivi de l'homme qui va représenter 300 millions de tonnes, et enfin pour finir avec les grands animaux sauvages qui vont représenter 100 millions de tonnes. Donc on observe bien une grosse différence au niveau de la pesée de toutes ces espèces, et une grosse majorité bien entendu pour les animaux domestiques. Pour la deuxième petite chose, il faut savoir que Yuval Noah Harari a écrit qu'en vérité, attribuer des émotions aux cochons, ce n'est pas les humaniser, mais tout simplement les mammifériser. Car les émotions ne sont pas une caractéristique proprement humaine. Elles sont communes à tous les mammifères, de même qu'à tous les oiseaux et probablement à certains reptiles, voire aux poissons. Tous les mammifères ont développé des capacités et des besoins émotionnels. Les cochons, étant des mammifères, nous pouvons en déduire, sans risque, qu'ils possèdent donc des émotions. Pour conclure, eh bien, je dirais que le livre Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, donc écrit par Yuval Noah Harari, je le rappelle, célèbre historien et professeur d'histoire israélien, qui avait également écrit le premier volet, donc Homo Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Donc ce sont des livres qui regorgent de questionnements. Et d'ailleurs, après avoir conquis le monde, donné un sens à son existence, puis mis tous les moyens en œuvre pour subvenir à ses besoins,
eh bien nous nous apercevons que l'homme se situe actuellement dans une situation, me semble-t-il, assez cocasse face aux nombreux impératifs qui le dépassent. Et prenant compte de notre passé ainsi que de notre présent, nous pouvons, avec un peu de bon sens, puis de réflexion, tirer des plans sur notre avenir. Et cela sans même pour autant prendre en compte les relevés scientifiques qui cependant pourront tout de même s'avérer utiles pour soutenir nos éventuelles prédictions, notamment en ce qui concerne notre avenir écologique. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Alors tout comme le premier livre, c'est un ouvrage que je vous conseille fortement, puisqu'il est relativement riche en connaissances, en réflexion et en prévention également. Mais ça, bien entendu, je vous laisserai la liberté de l'observer par vous-même. Bien. Il faut également savoir que l'histoire naturelle a connu de nombreuses épopées. L'un des éléments le plus importants qu'il faudrait avoir à l'esprit, je pense, c'est qu'au sein de l'histoire, il n'y a pas eu de zone blanche ou noire. Il y a eu quelques zones grises, où reproduction s'en est suivie d'ailleurs, puisque l'exemple type est l'âne et la jument. Si les deux s'accouplent, eh bien une mule verra le jour, mais cette mule sera stérile. Or, peut-être qu'à une certaine époque, eh bien la mule pouvait se reproduire et ainsi créer une nouvelle espèce. Un peu comme Sapiens qui a copulé avec Néandertal, puisque nous ne sommes pas à 100% Sapiens. Dans la majorité, oui. Mais il y a encore des zones d'ombre, ce qui explique le fait que nous sommes issus d'un métissage. Oui, nous sommes comme qui dirait des sortes de bâtards, quoi. C'est un peu comme l'œuf ou la poule. Vous savez, qui est venu en premier? Cette fameuse question. Pour répondre à cette question, il me semble nécessaire de définir un angle de vue. Rappelez-vous, tout est une question de point de vue. Si notre poule appartient à l'espèce que l'on nomme C, l'œuf sera arrivé en premier, puisque ses ancêtres poules n'appartiendront pas à l'espèce C, mais plutôt à la A et à la B. Afin que ce soit plus clair, je vais vous faire une petite démonstration. Nous avons ici une fiole avec, on va dire, le code génétique de la poule issue de l'espèce A. Ici, de même, sauf que le code génétique est issu de l'espèce B. Eh bien, si ces deux espèces différentes à première vue s'accouplent et engendrent la vie, donc une espèce nouvelle, eh bien cette espèce aura acquis de l'ADN de ces deux espèces différentes, à savoir un petit peu de la A et de la B. Ainsi, nous observons la création d'une nouvelle espèce, soit de l'espèce C. Bien. Donc ça, c'est le mélange génétique engendré en partie de manière naturelle. Cependant, si au sein de cette fabuleuse cuisine, l'homme venait y ajouter son grain de sel, alors les catastrophes pourraient être gravissimes, et ce, autant sur le point de vue social qu'écologique. Que dire de certaines œuvres cinématographiques où nous avons pu l'observer, telles que Jurassic Park par exemple, qui met en scène des espèces conçues puis engendrées artificiellement afin de mettre en pratique notre pouvoir génétique sans nous soucier des conséquences que cela peut représenter. Ou encore dans Jurassic World, voire même au sein des X-Men, tels que le film Logan par exemple, où les mutants eh bien, vont faire honneur d'armes et où l'éthique n'est pas respectée. D'ailleurs, notre utilisation du pouvoir génétique de manière débridée pourrait
d'avoir des conséquences sans équivoque à l'égard de notre écosystème. Et comme je viens de vous le dire, de multiples œuvres et créations artistiques ont pu nous le démontrer, sous une succession d'événements par exemple, que l'on nomme communément la cause et effet. D'ailleurs, dans la saga Jurassic Park, que nous avons ici, eh bien, nous observons bien ce phénomène. D'ailleurs, un dénommé Michael Crichton, qui a écrit ces romans, et puis que son histoire a été réadaptée par la suite sous un format plus court et moins horrifique, si je puis dire, au cinéma, car les livres ne nous laissaient pas aussi stupéfaits du pouvoir génétique suite aux conséquences désastreuses dont il pouvait en être la cause. Bien. On va mettre ça là. Maintenant, la cause menant à la destruction de l'humanité, eh bien c'est un sujet qui fascine de nombreuses personnes. Et d'ailleurs, beaucoup tentent d'émettre la théorie la plus rationnelle qui soit pour comprendre quelle serait l'origine de cette cause. Cette cause devrait-elle être plus liée à la robotisation massive et l'intelligence artificielle ou bien à la naissance d'hybrides biologiques suite à la mutation génétique? Eh bien, vous savez, ayant l'opportunité de travailler dans le secteur industriel, eh bien, j'ai pu me familiariser avec l'univers de la robotisation industrielle, ce qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes automatisés. Eh bien, j'ai pu m'apercevoir que le danger le moins important entre les robots et les hybrides destinés à la destruction de l'humanité, et selon mes connaissances actuelles, bien entendu, eh bien, seraient les robots. Épargnons le fait qu'ils pourraient nous faciliter la vie et supprimer des emplois permettant ainsi d'enrichir des entreprises et ou de donner l'opportunité à certains individus de découvrir davantage d'univers professionnels nettement moins pénibles. Et appuyons-nous sur des sujets liés à la science-fiction. À commencer par les robots. Donc le robot étant constitué de capteurs, donc d'une programmation, signifie qu'il est facilement désactivable ou manipulable. Puisque des as dans le domaine du piratage, eh bien ça peut se trouver, notamment lorsque la récompense est alléchante. Vous voyez bien encore une fois que l'argent érige ce monde ainsi que nos agissements. Mais bref, continuons. Les énergies mécaniques peuvent être également étudiées, puis détournées. Le besoin d'énergie le rend dépendant d'une source d'approvisionnement. De plus, une énergie peut être détruite par une autre. Et enfin, cet appareil ne peut pas être à 100% indépendant suite à la maintenance dont il a constamment besoin. Or, les hybrides sont élaborés selon une source biologique, donc beaucoup plus complexe à analyser puis à contrôler. En effet, ils seraient capables de s'adapter à différents climats, si leur génome de base le permet. Capables également de se reproduire, puis d'accroître le nombre d'individus s'ils possèdent le nécessaire pour la procréation, bien entendu. Ils peuvent également être autonomes, puis muter en fonction de leur évolution. Cela peut ainsi déstabiliser la chaîne alimentaire et causer un basculement de l'écosystème. Alors, mieux vaut continuer à jouer un peu avec notre technologie informatique plutôt qu'avec la puissance génétique, parce qu'à se prendre pour des apprentis sorciers, puis à plier la nature à notre guise, eh bien, nous pourrions peut-être causer la destruction de notre propre espèce plus vite que prévu.
Alors, au-delà de la terrible puissance génétique, la science puis la technologie peuvent également causer de terribles désastres. À présent, nous en venons au sujet, certes, proche de la science-fiction, mais qui suscite tout de même réflexion. Sachez pour commencer que je suis un incommensurable fan du film Retour vers le futur. Pour autant, ce chef-d'œuvre reste bien de la fiction. Si après analyse du film, nous pouvons déceler quelques anomalies dans le cas d'un univers unique, bien entendu. Eh bien, nous pouvons distinguer de nombreux paradoxes, notamment un qui est lié à notre inexistence. Si nous décidons de retourner au moment où vos parents se sont accouplés pour vous mettre au monde, alors les conséquences de cette modification de la réalité pourraient vous être fatales. Voyez-vous, si par exemple, le 7 février 1982, au soir, 2 minutes avant que vos parents aient décidé d'avoir un rapport sexuel, qui en toute logique devrait engendrer votre naissance 9 mois plus tard, eh bien vous décidez d'entrer en contact avec l'un de vos parents, même un simple bonsoir sans montrer que vous êtes leur fils, eh bien vous causerez un décalage menant à votre inexistence. Le décalage temporel, que l'on va estimer à 2 minutes pour l'exemple, eh bien décalera le rapport sexuel de vos parents et vous ne verrez jamais le jour puisque votre conception embryonnaire ne pourra s'effectuer étant donné que ça sera une autre personne qui aura le privilège de naître. La mise à l'ovule pour un spermatozoïde X s'effectue à un moment précis en millisecondes en fonction d'une position particulière ainsi qu'à l'environnement. Un petit détail qui modifie le temps et c'est la fatalité pour vous. Un grain de sable dans le mécanisme du temps et c'est terminé. Il s'agira d'un de vos frères qui pourra naître 9 mois plus tard. Nous pouvons également prendre un autre exemple. Prenons le cas d'une personne retournant dans le passé afin d'assassiner son grand-père, le jour de sa naissance, par exemple. Eh bien, les conséquences de son acte entraîneraient l'inexistence de son père et pour finir d'elle-même. Donc au fond, qui pourra tuer son grand-père? Il s'agit bien là du cas, comme je vous l'ai précédemment évoqué, de l'existence d'un univers unique, puisqu'en ce qui concerne les univers multiples, eh bien, les lois sont totalement différentes. Mais à propos de l'univers unique, dans un premier temps, sachez que c'est extrêmement dangereux. Et puis quand nous prenons un peu plus de recul, du moins de hauteur, nous nous apercevons que c'est totalement impossible. Bien. En ce qui concerne le thème de l'apocalypse maintenant. Alors bien entendu, l'univers apocalyptique en fascine plus d'un. Et moi le premier, j'ai envie de dire. Je suis même assez friand des explorations urbaines se déroulant dans des lieux abandonnés, dévastés puis rongés par la rouille et le temps. À ce jour, nombreux sont les supports qui nous offrent une richesse d'univers apocalyptique auquel nous pouvons longuement fantasmer, que ce soit de la peinture, des livres, des photos, des films, encore des séries, et j'en passe, il y en a tellement. À l'heure actuelle, nous avons un tel panel qu'il nous devient même difficile de sélectionner une distraction, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Pour autant, bien qu'il en existe de nombreux, nous pouvons tout de même dénicher certains avantages. Par exemple en ce qui concerne notre société actuelle. Certes, beaucoup trop portée sur l'argent, mais qui néanmoins nous offre une richesse culturelle et diverses philosophies de vie avec la liberté de les adopter. Bien. À présent, je souhaiterais finir ce cours avec des connaissances plus en lien avec l'actualité, du moins avec le concret. Nous sommes face à une évidence et nous refusons de la prendre en considération. Et ce sont sous ces propos que je souhaiterais vous partager un passage du livre Vivant de la bactérie à Homo ethicus, écrit par Émeric Caron, journaliste et écrivain, et puis défenseur du droit animal, bien entendu. Alors,
il a écrit ceci. Alors je cite: Humain, je crois que j'ai cessé de t'aimer. Tes qualités si peu exploitées ne suffisent plus à compenser tes tares rédhibitoires au premier rang desquels je place la stupidité. Car tu es désespérément idiot. L'avenir que tu prépares en est la preuve. C'est plus fort que toi. Tu as toujours lapidé, égorgé, taillé en pièces, écartelé, mitraillé, fusillé, décapité, bombardé. Des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts prématurément en raison de leur appartenance à un clan, à une tribu, à un drapeau ou à une religion. Par ailleurs, depuis longtemps, tu mets à mort pour te nourrir. Des milliards d'animaux non humains ont été zigouillés en quelques millénaires pour remplir nos panses. Et depuis 2 siècles, c'est la terre que tu assassines. Tu pilles, creuses, déracines, arraches, empoisonnes, assèches, asphyxies, sans penser un seul instant aux conséquences de tes actes. Si tu es européen, tu consommes chaque année 3 fois ce que la planète peut t'offrir en ce laps de temps. Si tu es américain ou australien, tu consommes 5 fois trop. Et si tu es qatari, 10 fois trop. Tu libères le carbone à gogo, tu auras l'air malin quand la température globale de l'atmosphère aura augmenté de plusieurs degrés à la fin du siècle ou bien avant, quand les villes seront devenues irrespirables la moitié de l'année, quand le désert aura gagné le sud de l'Europe et se sera étendu en Afrique, quand la neige aura disparu des sommets de l'Himalaya, quand cette augmentation des températures détruira les récoltes, ce qui créera une instabilité alimentaire précédant d'une instabilité sociale, quand les épisodes de sécheresse, les inondations, les ouragans, les tempêtes et les cyclones se multiplieront, quand les populations seront déplacées par millions et que personne ne voudra accueillir ces éco-réfugiés, quand ce monde s'enfoncera dans un chaos que seule la dictature des nantis sera capable de maîtriser en apparence et que tu seras bien obligé d'admettre que tu es l'unique responsable. Nous en serons là, parce que tu refuses d'écouter les cris d'alarme de ceux de tes représentants qui pointent l'évidence. Et oui. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il évoque le fait que nous sommes avant tout des êtres de symboles. Et de ce fait, nous aimons être appréciés par nos gestes ainsi que nos actes, par comme qui dirait l'opinion publique. Pour autant, suite à nos connaissances scientifiques actuelles, notre situation écologique actuelle, ainsi que notre culture sociale actuelle, qui ne s'avère être pas totalement en correspondance avec nos prétendues priorités écologiques, et je ne vous parle même pas de nos priorités gouvernementales actuelles, qui ne sont pas du tout tendues vers des actes de pure sagesse. C'est pourquoi je pense qu'il serait temps, et ce depuis un moment déjà, d'envisager à emprunter la voie d'une nouvelle ère, de bâtir un monde qui soit radicalement autre. Et pour cela, de multiples outils sont déjà à notre disposition, mais bon, je pense que ça, vous vous en doutez. Mais pour finir avec ce cours sur l'avenir et la technologie, eh bien, d'une part, un expansionnisme technologique ne pourra nous offrir un avenir fiable, sain et sécurisant. D'autre part, d'après les journalistes, les climatologues, les anthropologues, voire tout simplement les citoyens du monde, qui se soucient de leur avenir et non pas uniquement à l'échelle individuelle, tentent de prévenir que notre mode de vie actuel n'est pas synonyme d'un avenir paisible. Bon. Maintenant, pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais partagé les connaissances du livre écrit par Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, dans mon cours intitulé La résilience écologique. Étant donné que ce livre établit dans un premier temps un constat, une sorte de bilan de notre situation écologique actuelle, puis dans un second temps met les projecteurs sur ce qu'il serait préférable de faire afin de privilégier
non seulement la nature mais aussi notre avenir, eh bien pour conclure sur le cours d'aujourd'hui, je me devais de vous présenter la deuxième édition du livre Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, donc une édition, disons, plus augmentée, où nous pouvons y dénicher de nouvelles informations, de nouveaux résultats scientifiques actés, à savoir la mise à jour de certaines données, de nouveaux faits ainsi qu'études scientifiques venant renforcer non seulement la richesse des connaissances qui s'y trouvent, mais aussi la crédibilité des propos pour ceux qui seraient encore beaucoup trop naïfs ou irraisonnés de penser que tout va bien sur le plan écologique actuel. Nous pouvons également nous rendre compte de l'enjeu qui est en cours. Et de par la multitude des axes de réflexion qui s'offrent à nous, eh bien nous ne cessons d'observer que tous les indicateurs sont au rouge et si aucune mesure radicale n'est mise en œuvre, eh bien l'avenir ne fera que s'empirer.